Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir mes camarades chéris. Bonsoir Elisabeth. Et fleuris. L'actualité internationale, c'est la crainte d'une résurgence de Daesh, l'organisation djihadiste en Syrie et dans la région suite au conflit qui oppose les Kurdes de Syrie et le pouvoir central syrien. 7000 combattants djihadistes devraient être transférés vers l'Irak. Doit-on craindre des évasions ou des libérations ? لگوری تخویا کردن شانه این داعشی یک کردن یه وشارتی تام اوه و جنود دکردن تبگریده. L'armée du président syrien Ahmed al-Shara a délogé les Kurdes de 2 provinces de Syrie, fer de lance de la lutte contre les djihadistes. Les Kurdes sont-ils hors jeu et abandonnés? Faut-il s'inquiéter d'une résurgence de l'État islamique dans la région? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Et on évoque une découverte incroyable. Ben oui, fruit d'une longue étude en Indonésie, la plus ancienne œuvre, peinture réalisée par un être humain, c'est une main en pochoir, une peinture rupestre. Elisabeth, nous allons à l'origine de ces artistes, ces premiers artistes. Et vous, Marie? Moi, je vais vous montrer une campagne d'affichage qui tente de réhabiliter les emballages en plastique. C'est le projet assez gonflé du lobby du plastique. C'est censé être drôle, vous me direz ce que vous en pensez. À tout à l'heure, nous sommes intrigués. Et pour commencer, pourquoi sommes-nous, sur le plan collectif, dans un déni de guerre, nous les Européens, alors qu'elle rugit à nos portes en ce moment même en Ukraine et que Donald Trump menace un jour sur 2 de recourir à la force en Europe? L'historien Stéphane Audouin-Rousseau, spécialiste de la Grande Guerre, publie Notre déni de guerre, une petite claque livresque salutaire. On le retrouve tout de suite. Stéphane Audouin-Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Nous vous invitons à l'occasion de la parution, c'est demain, de votre libelle au seuil, Notre déni de guerre, un texte bref, dense, sur ce qui nous habite et qui est une forme d'aveuglement. Et il y a quelque chose qui vous frappe, c'est que la guerre est partout, dans la sphère socio-culturelle, dans les jeux vidéo, les films, les romans, la publicité, même dans le langage. On parlait de la guerre contre le Covid, on parle de réarmement démographique, une sorte de guerre pour la natalité. Et pourtant, en ce qui concerne la guerre, la vraie, on ne veut pas en entendre parler. Ce qui fait la différence entre la guerre métaphorique, en quelque sorte, la guerre contre le Covid, voilà, la guerre hybride, etc., et la vraie guerre, c'est la létalité, c'est-à-dire la mort. La mort et la violence. À partir du moment où la mort et la violence sont là, on peut à ce moment-là parler de guerre. Autrement, on dilue la notion et c'est un moyen d'esquiver, évidemment, sans doute, le problème de la guerre, qui est un problème effectivement extraordinairement difficile et lourd pour une société comme la nôtre qui est déshabituée de la guerre depuis 1945 ou pour la France depuis 1962. On va revenir sur les raisons de ce déni après votre profil réalisé par Gaël Legras. Stéphane Audouin-Rousseau, vous êtes historien et dans votre livre, vous déplorez que nos sociétés européennes occidentales, gorgées de leur certitude de paix, n'aient pas voulu accepter l'idée que la guerre pouvait à nouveau frapper notre continent. Pourquoi nous sommes-nous trompés à ce point? L'attaque de l'Ukraine par la Russie était-elle si prévisible et continuons-nous à nous mentir aujourd'hui en envisageant l'avenir? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Avant toute chose, il convient de rappeler que vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale. En 1984, vous soutenez une thèse intitulée « Les soldats français pendant la guerre de 1914-1918 » d'après les journaux de tranchées. Tout au long de votre carrière, vous consacrez de nombreux ouvrages à la Grande Guerre. En 1993, vous vous intéressez à la façon dont les enfants ont été conditionnés par l'école, l'Église, la société tout entière à défendre leur patrie. La guerre de 14 a été perçue comme une guerre pour un nouveau stade de la civilisation et de l'être humain. Et par conséquent, il était logique que les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants, soient mobilisés au service de ces enjeux. En 2013, vous publiez un livre plus personnel. Vous y évoquez notamment vos grands-pères, combattants et survivants de la guerre de 14. Ces hommes qui avaient fait la guerre ont vécu un temps autre. Et ensuite, ils n'ont pas pu revenir aisément dans le temps ordinaire. Les gens du temps ordinaire n'ont jamais compris ce temps autre. Désormais, donc, vous déplorez ce que vous appelez notre déni de guerre. L'attaque de la Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014 auraient dû nous ouvrir les yeux avant l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et après les massacres de civils commis par les Russes, notamment à Boutcha, vous pointez également notre déni d'atrocité.
Mais qu'est-ce que l'on croyait? Que les Russes allaient aider les vieilles dames, si vous voulez, à traverser la rue, à faire leurs courses? Est-ce que l'on se souvient de ce qu'est la guerre dans nos sociétés complètement devenues inconscientes de ces réalités? Aujourd'hui, nous entretiendrions encore un déni de défaite, car selon vous, celle de l'Ukraine est quasiment inéluctable. Et vous ajoutez, le déni persistant de nos sociétés les prépare mal aux suites si menaçantes d'une telle catastrophe. Stéphane Audouin-Rousseau, puisque vous êtes intéressé à la manière dont les enfants percevaient la guerre et que vous avez eu un grand-père, Robert, je crois, qui a fait la bataille de la Somme en 1916 et qui l'a vécu de manière extrêmement violente et intériorisée. Je voudrais vous faire réagir sur les mots du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui a dit il y a quelques semaines « Il faut accepter de perdre nos enfants ». Ça a déclenché des réactions incroyables, l'idée de mourir ou de voir mourir les siens, sa famille, ses enfants, pour sa patrie. Mais cette phrase « vue d'Ukraine », c'est la moindre des choses. Ah oui, vu d'Ukraine, évidemment, beaucoup d'enfants ukrainiens, au sens de jeunes adultes, en fait, mais aussi d'enfants qui sont morts dans les bombardements en particulier. Beaucoup d'enfants ukrainiens sont morts à la guerre, ils sont morts depuis le début de cette guerre. Un très grand nombre, on ne sait pas exactement ce nombre, il est extrêmement élevé. Beaucoup d'enfants de Russie également sont morts, les pertes sont extraordinairement lourdes. C'est des pertes qui, certains jours ou certaines semaines, avoisine probablement les pertes de la Grande Guerre. C'est-à-dire qu'on approche de 1000 tués par jour. Il faut la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Voilà, bien sûr, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Et ce sont des chiffres, voilà, ces réalités... Cette acceptation, là-bas, elle va de soi. Elle va de soi, elle va peut-être moins de soi aujourd'hui. J'ai été très frappé récemment par le propos du nouveau ministre de la Défense ukrainien, c'était le 14 septembre, disant que 2 millions d'Ukrainiens étaient recherchés pour avoir échappé au service militaire et qu'on comptait 200 000 déserteurs, qui sont des chiffres énormes, des chiffres énormes. Et pour un historien de la Grande Guerre, c'est des chiffres qui parlent, qui résonnent extrêmement fortement. Vous dites que ce déni, en fait, il s'explique par le fait qu'avant, c'est nous qui désignions l'ennemi. Aujourd'hui, c'est lui qui nous désigne, Vladimir Poutine par exemple, même Donald Trump sur le Groenland, et ça on n'y était pas habitué. Oui, c'est une phrase, cette phrase sur la désignation vient d'un philosophe qui en 1965, devant Raymond Aron, c'est Julien Freud, qui dit voilà, vous croyez, ça s'adresse à un des membres du jury, il lui dit, comme tous les pacifistes, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, donc c'est vous qui êtes la cause d'une guerre potentielle avec l'ennemi, alors que c'est l'ennemi qui peut vous désigner, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et on est exactement dans cette situation où un ennemi, très clairement, nous désigne, depuis 2007, Vladimir Poutine, bien sûr, la Russie, et qui a confirmé cette désignation d'année en année. 2008 la Géorgie. 2008, la Géorgie, bien 2014, sûr, 2014, la Crimée, puis l'insurrection du Donbass, dans une certaine mesure, l'intervention en 2015 en Syrie, et puis bien entendu l'attaque de 2022. Et être désigné par l'ennemi qui fait que nous n'avons pas le choix. C'est tout le problème, évidemment, du pacifisme aujourd'hui. C'est tout le problème du pacifisme et d'une certaine forme d'inconscience de ce pacifisme. Que pouvons-nous faire quand l'ennemi nous désigne ? C'est la question, je crois, qui nous est posée en ce moment. Stéphane Audouin-Rousseau, il y a eu un théoricien en 89, il s'appelait Francis Fukuyama, il avait été conseiller de Ronald Reagan, il avait dit c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, la chute du mur est avérée, c'est la fin du communisme, il n'y aura plus de guerre, c'est l'avènement de la démocratie. Est-ce que ce genre de réflexions ont contribué à ce déni de la guerre ? Évidemment. Je crois que et nous avons tous été pris, je pense, dans ce moment 89-91, 26 décembre 91, c'est la fin de l'URSS, et évidemment c'est la fin de la guerre froide, c'est la fin du pacte de Varsovie. Et nous avons cru effectivement, à mon avis, et quand j'y dis cru, je parle d'une croyance, au sens presque religieux du terme, la croyance dans le fait que nous avions réussi, au moins en Europe, à éradiquer définitivement la guerre. Ce qui était un très vieux rêve de nos sociétés. On le trouve dès le XVIe siècle, confirmé au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, eh bien, s'organisent les libéraux européens pour justement faire en sorte que la guerre ne puisse plus advenir. Et le démenti terrible des deux guerres mondiales, eh bien, loin de tuer, au fond, cette croyance, eh bien, ce démenti a renforcé, au contraire, la croyance en question, ce qui est très, très frappant. Et nous vivons depuis 1945 dans cette croyance. Et cette croyance a été évidemment renforcée par la fin de la guerre froide. Et nous avons vécu, en fait, en pleine inconscience. Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna le fait que des soldats français sont
viennent d'être envoyés pour des exercices, participer à des exercices militaires en Estonie. Oui, des exercices de l'OTAN à moins de 150 km de la frontière russe. 380 soldats français de la mission Lynx sont déployés donc au nord de l'Estonie dans le camp de Tapa depuis le mois de décembre. L'OTAN avait créé ces groupes multinationaux dits de présence renforcée dans les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie et en Pologne, après l'annexion de la Crimée en 2014. Et donc cet hiver, les soldats français participent à un camp d'hiver, un winter camp, avec l'armée estonienne, sous le commandement des Britanniques. L'objectif, c'est d'apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Et puis, ça permet aussi de tester les capacités de combat et d'endurance en situation de grand froid, avec des températures négatives, du gel intense, des chutes de neige. Bref, à la fin du mois de mars, d'autres soldats français vont prendre leur relève pendant 4 mois afin d'assurer une présence permanente de l'OTAN en Estonie. Alors, cette présence, quand même, ça montre bien que la France est consciente de la menace russe et qu'elle compte et qu'elle la prend sérieusement en compte. Heureusement qu'elle en est consciente. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que l'inconscience, dans la vie comme en histoire, comme dans notre manière d'appréhender le monde. Et quand je parlais d'inconscience, c'est la nôtre, c'est-à-dire de l'Europe occidentale. Je parle des opinions publiques, bien sûr, pas des décideurs, pas du service de renseignement, pas du chef d'état-major. Mais dans les États baltes, en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, cette inconscience, si elle a jamais existé, a disparu depuis longtemps. Depuis 2022, il y a là une fracture très importante entre l'ex-Europe de l'Est, en quelque sorte, et nous. Et donc l'Estonie, on le sait, c'est le maillon faible de l'OTAN en cas effectivement d'affrontement avec la Russie. Donc je trouve évidemment très symptomatique que les forces françaises y soient. Une dernière question, Stéphane Audouin-Rousseau. Est-ce qu'en 1996, quand Jacques Chirac a mis fin au service militaire obligatoire, la conscription, qui existait depuis 1798, je crois, 1798, oui, il a été inconscient. Universalisé complètement en 1905. C'est une mauvaise idée c'est une des marques de notre déni de guerre. J'étais jeune universitaire à l'époque, je faisais partie des gens qui pensaient que c'était une mauvaise idée. Mais voilà, on nous expliquait qu'on vraiment, on n'avait plus besoin maintenant que d'armées professionnelles très bien formées, ce qui est le cas de l'armée française, et très restreinte. Il n'y avait plus besoin d'autre chose. Et c'était en fait, c'était vraiment cette illusion de la fin de la guerre. La guerre est un acte politique. Nous sommes des sociétés politiques. Est-ce que l'on croit vraiment que des sociétés politiques pouvaient se passer définitivement et pour toujours de cet outil atroce qu'est la guerre? Merci Stéphane Audouin-Rousseau. Ça paraît demain au Seuil. C'est tout à fait passionnant. Notre déni de guerre. Merci d'être venu évoquer ces questions sur le plateau de 28 minutes. Et on va passer à notre débat sur la situation en Syrie et la crainte de voir l'organisation djihadiste Daesh se reformer. Les Kurdes ont perdu début janvier les territoires conquis il y a 10 ans sur le califat. Des milliers de combattants djihadistes prisonniers des Kurdes peuvent-ils se retrouver dans la nature? Faut-il craindre un retour de Daesh dans une Syrie fragile, selon certains fracturée? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. L'armée syrienne est entrée hier matin dans le gigantesque camp d'Al-Hol, où sont détenues 24 000 personnes d'une quarantaine de nationalités différentes, des djihadistes liés au groupe État islamique, des femmes et leurs enfants. Les forces kurdes, fer de lance de la résistance à Daesh, contrôlaient jusqu'à présent ce type de camp. Ils viennent de passer la main à Damas, non sans avoir alerté ces derniers mois sur la bombe à retardement que représenteraient les détenus. Nos données indiquent que l'État islamique continue de tenter d'exploiter les groupes les plus vulnérables dans les camps, en diffusant son idéologie extrémiste auprès des adolescents et des enfants avec l'aide de certaines femmes affiliées à l'organisation. Le retrait des Kurdes dans le cadre d'un accord avec le nouveau président syrien, déterminé à étendre son autorité dans tout le pays, laisse craindre des évasions. Lundi, plusieurs dizaines de djihadistes de l'État islamique se sont échappés de la prison de Shadadi au risque qu'ils rejoignent des combattants de Daesh toujours en embuscade. Des cellules dormantes de l'État islamique sont actives. Elles ressortent comme auparavant et parfois nous les combattons pour les repousser. Entre 2014 et 2019, à coups de vidéos de propagande et d'exécution, l'État islamique a fait régner la terreur de la Syrie à l'Europe où des attentats ont été perpétrés.
Le 3 janvier dernier, des avions de chasse britanniques et français ont frappé des caches d'armes et un poste de commandement souterrain du groupe terroriste en Syrie. Une opération cruciale, assure l'état-major des armées. Empêcher la résurgence de Daesh est un enjeu majeur pour la sécurité de la région. Alors, quelle menace l'État islamique représente-t-il aujourd'hui? Le groupe terroriste peut-il profiter du retrait des forces kurdes? Quel sort le président syrien, ancien membre d'Al-Qaïda, réservera-t-il aux dizaines de milliers de détenus liés à Daesh? Nos trois invités, Myriam Benrad, bonsoir, politologue, spécialiste du Moyen-Orient et du djihadisme. Vous êtes professeur à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Votre essai Djihad, la métamorphose d'une menace en version augmentée et enrichie paraît aujourd'hui même aux éditions Le Cavalier Bleu. Vous êtes très précautionneuse par rapport à la transition syrienne. Myriam Benrad, aujourd'hui, vous dites qu'il y a une lutte pour la reprise du territoire aux Kurdes, alors qu'une partie des forces armées syriennes serait encore acquise au djihadisme. L'État islamique, ajoutez-vous, a tout intérêt à faire dérailler la transition en Syrie. À côté de vous, Ala Kodmani, bonsoir, journaliste, grand reporter. Vous êtes franco-syrienne, vous travaillez pour le quotidien Libération. Selon vous, la situation des djihadistes de Daesh devenus prisonniers est devenue aberrante. On est en train de faire face à une situation que le monde a voulu ignorer pendant des années. Le nouveau pouvoir syrien est épaulé par les Américains qui savent que les choses ne sont pas sous contrôle. Et à côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Dernier essai, la guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Selon vous, il ne faut pas s'inquiéter d'une résurgence de l'État islamique tant qu'Al-Shara, donc le président, l'homme fort de Syrie, est au pouvoir. Le nouveau pouvoir, précisément, a adopté une forme de pragmatisme étatique et ne s'inscrit pas dans l'islamisme radical djihadiste de Daesh. Et on démarre avec un sigle. Oui, FDS pour Force démocratique syrienne. C'est cette armée dominée principalement par les Kurdes et qui fait face à l'armée régulière syrienne. Les FDS datent de 2015. Elles étaient le partenaire d'une coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis avec le soutien de la France. Ces forces kurdes contrôlaient principalement, on va le voir, le nord-est de la Syrie. Frédéric Ancel, les FDS étaient jusque-là donc en charge des camps d'internement des prisonniers de l'EI. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui justifie ce changement ? D'abord, le nord de la boussole de M. Trump, qui est strictement mercantiliste. Trump se fiche complètement des Kurdes, je pense qu'il ne sait pas où les situer sur une carte de toute façon, et il a décidé de soutenir à fond le nouveau pouvoir syrien coûte que coûte. Alors, pourquoi pas, je pense qu'on pourra revenir donc, sur le pragmatisme de son actuel leader. Mais enfin, évidemment, c'est au détriment des Kurdes, dont je rappelle quand même qu'ils ont été nos alliés. Nos alliés, pas seulement les alliés des Occidentaux, les alliés de toutes les puissances qui avaient lutté contre Daesh, l'État islamique, qui, au milieu des années 2010, avait perpétré de véritables crimes de masse dans la région. Et là, effectivement, on a affaire, oui, à un véritable abandon, comme la longue histoire géopolitique des nations en est malheureusement coutumière. Myriam Benrad, d'ailleurs, les Kurdes aujourd'hui même appellent à l'aide. Et la France dit non, nous sommes toujours là. Ils sont lâchés par les Américains, les Européens sont toujours là en soutien ou pas ? Alors, le soutien, c'est du renseignement, c'est des actions ciblées contre les djihadistes, c'est en effet essayer de garantir un minimum de sécurité, parce qu'après tout, on considère que les Kurdes ont été nos combattants, hein, ça a été vraiment ceux qu'on a envoyés au front au nom de l'Occident et de cette bataille contre l'État islamique. Il est vrai qu'ils ont été sacrifiés par tout le monde, non seulement par les Américains, mais aussi, aujourd'hui, disons-le, par le nouveau régime, hein, qui, sous couvert de consolider son pouvoir avec le soutien turc et américain, alors les Turcs aussi, bien sûr, que ça arrange, hein, puisque l'idée, c'était... à cause des Kurdes qui sont chez eux. L'idée du soutien de la Turquie au changement de régime en Syrie, c'était de se débarrasser des Kurdes, hein, pour dire les choses très simplement. Et souvenez-vous aussi quand même qu'on a toute cette phase d'opération militaire turque juste après la défaite de l'État islamique. Donc ça correspond au moment où les Américains lâchent les Kurdes. Les Turcs font des avancées territoriales, contraignent à l'époque les Kurdes à se rapprocher de l'ancien régime d'Assad, en essayant de trouver des arrangements sécuritaires et politiques. Le régime, depuis, est tombé. Et là, on voit cette offensive qui, en réalité, je pense, vise à neutraliser la présence kurde et cette entité autonome qu'ils avaient constituée. Mais à la Kodmani, on avait eu l'impression que Al-Shara, le nouvel homme fort, voulait une entente avec les Kurdes. C'est ce qu'on avait cru comprendre. Finalement, ce n'est plus le cas. On ne peut pas raisonner comme si y avait eu une continuité de l'histoire. Il y a eu un renversement politique majeur en Syrie, un renversement du régime Assad. Il y a eu
un accord entre le pouvoir syrien, les nouvelles autorités syriennes et les forces kurdes depuis le mois de mars, avec une mauvaise foi partagée de tous les côtés. D'accord. Il est évident que les Kurdes qui jouissent d'une autonomie de facto du fait d'avoir combattu l'État islamique et d'avoir récupéré en fait tout le territoire syrien du califat, y compris des régions qui n'ont rien de très kurde. Là, forcément, chacun défend son territoire, si je peux dire. Les Kurdes veulent garder autant que possible une autonomie. Ils ont cru, ça fait 10 ans qu'ils jouissent de ça, qu'ils ont des institutions, etc. Du côté du pouvoir syrien, un nouveau pouvoir, il veut récupérer tout le pays, asseoir son autorité sur l'ensemble du pays, et c'est normal que la confrontation était presque inévitable, mais il est vrai que les accords n'ont pas été respectés. Et donc confrontation, et du coup les proches d'Al-Shara, le président syrien par intérim, accusent les Kurdes désormais de chantage dans la gestion des camps de détenus de Daesh. Écoutez l'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, c'était avant-hier. We were taken aback by the way that the SDF dealt with the anti-ISIS operation. The fact that they used it as a negotiation and leverage card against their very allies, threatening to leave prisons, threatening to leave camps where ISIS prisoners are detained, put us, Syria, a member of the international coalition against ISIS, and our international partners in a troublesome situation. Frédéric Ancel, ils jouent un double jeu, les Kurdes, ou pas? Alors, c'est en tous les cas l'accusation du pouvoir par intérim syrien. Alors non, je rejoins ce qui a été dit il y a un instant. Les Kurdes tentent de défendre une forme de territorialité qui est la leur, notamment à l'extrême nord-est de la Syrie, cette espèce de coin qu'on voit dès qu'on regarde une carte du Proche-Orient. Eux qui ont été très durement combattus, là aussi ça a été très bien dit, par les forces turques. Donc là on est à l'extrême nord de la Syrie et à l'extrême sud de la Turquie, et des Kurdes qui aujourd'hui, entre parenthèses aussi, en Iran, puisque c'est une population qui est à cheval sur plusieurs pays, dont vous apprécierez le peu d'humour des régimes qui gèrent quand même ces États, à commencer bien évidemment par la Turquie, de l'Anatolie orientale. Donc en fait, ils essayent de créer des glacis de protection, mais il est bien évident que l'actuel pouvoir syrien, lui, il va tenter de défendre la notion de watan, donc c'est-à-dire de nation, et sur un territoire qui est celui internationalement reconnu à la Syrie depuis 45-46 son indépendance, c'est-à-dire ce qu'on voit ici sur cette carte. Vous voulez réagir, Mme Barad? Oui, parce qu'en fait, quand même, par rapport à cette idée de chercher de former un glacis, ce que tu as appelé glacis de protection, de chercher de la protection, il y a eu quand même des massacres commis en Syrie depuis le changement de régime, dans les régions alaouites, dans les régions druzes, ce qui a déclenché d'ailleurs l'intervention d'Israël en soutien aux Druzes. Les Kurdes ont regardé tout ça tout de même en se disant on va se faire sans doute massacrer, on est sans doute les prochains sur la liste. Et on parlait, et pour rejoindre quand même là, ce que dit le représentant syrien de ces fameuses forces gouvernementales, je pense que ça mérite un débat, parce que qui sont ces forces gouvernementales? On a sans doute une partie du régime aujourd'hui qui tente de se légitimer, encore une fois, de vendre une image à l'extérieur du pays, mais on sait que ces forces ont été impliquées dans un certain nombre de violences visant notamment les minorités. Donc les Kurdes voient tout ça quand même avec en effet cette obsession de rechercher aujourd'hui par tous les moyens de protection. Alors, la Ghonani, pour rentrer dans le vif de notre sujet, on estime aujourd'hui à 8400 le nombre de combattants de l'État islamique retenus dans les camps, qui sont au nombre principalement de 4. Ces prisons, il y a un tiers d'étrangers. Est-ce qu'il y a un risque d'évasion ou de mansuétude de la part du nouveau régime de Damas à leur égard? Il y a deux choses. Il y a un risque d'évasion, apparemment. C'est très difficile de vraiment cerner les réalités, parce qu'il y a beaucoup de racontards. Chacun a intérêt à dire ils ont laissé filer des centaines ou des milliers ou je ne sais quoi. C'est difficile. Oui, c'est ce que dit le gouvernement syrien. Les Kurdes ont ouvert les portes. Ont laissé passer, ce qui est peut-être vrai aussi. Ils ont intérêt à le faire. D'un autre côté, est-ce que ce nouveau gouvernement syrien a les moyens de contrôler? Alors, il n'a pas les moyens de contrôler, pas plus qu'il n'arrive à contrôler beaucoup de choses. C'est quand même
des gens qui sont arrivés au pouvoir un peu par surprise. Et c'est sûr que c'est pas un pays, c'est pas encore une armée régulière vraiment organisée, vraiment maîtrisée. Sur le plan de la complicité éventuelle des ex-djihadistes avec les anciens, je crois que d'abord il faut se rappeler que les gens d'Al-Shara, donc du nouveau président lui-même un djihadiste, c'est pour ça que la question se pose. Ils sont toujours opposés à l'État islamique. Ils ont fait la guerre à l'État islamique, ils se sont accrochés. Al-Shara lui-même a rejeté Baghdadi et a fondé sa propre organisation, et ça depuis organisation djihadiste, oui, rappelons-le. Oui, Al-Qaïda. Oui, c'est vrai que de fait... Mais vous savez, la concurrence entre djihadistes, ça peut être très violent. Hein. Ils ne sont pas solidaires entre eux. D'ailleurs, Al-Shara, Frédéric Nossel, a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Oui, absolument. Et il y a déjà eu d'ailleurs une confrontation entre des rebelles donc de l'État islamique et l'actuel pouvoir. Ça, nous, on a un prisme un petit peu déformant ici en Occident. On considère que un djihadiste est un djihadiste et d'ailleurs de manière plus générale qu'un islamiste en est un autre. Et en réalité, effectivement, là aussi je rejoins ce qui a été dit, il y a des confrontations extrêmement dures. D'ailleurs, elles avaient commencé au Yémen dès le début des années 2000 entre donc une perception djihadiste mondialisée, globale. Ça, c'est plutôt Al-Qaïda au départ, mais là on voit bien qu'on a un pragmatisme plutôt étato-national de la part d'Al-Shara, du nouveau pouvoir syrien, et l'État islamique qui, lui, dans les années 2010, cherchait à contrôler l'ensemble du Moyen-Orient, mais sur une base beaucoup plus étatique. Et là, donc évidemment, on a une confrontation qui est extrêmement dure. Myriam Berrad, les Américains annoncent transférer vers l'Irak 7000 prisonniers, donc anciens combattants djihadistes. Pourquoi l'Irak, et est-ce que c'est sécurisé, ce transfert? Alors l'Irak, parce qu'on n'a nulle part en fait où les transférer. On a des camps encore en Irak et surtout des prisons, mais qui sont déjà pleines de djihadistes. Mais autant vous dire que ça n'est pas très bien accueilli par les Irakiens, qui, de leur côté, depuis la fin des opérations majeures contre l'État islamique, ont tenté de se reconstituer, de se relever. On a eu un certain nombre de procès très théâtralisés par ailleurs, mais enfin qui ont conduit à essayer de mettre en branle une forme de justice transitionnelle. Aujourd'hui, l'Irak se reconstruit encore difficilement. Et là, c'est vrai que quand on leur annonce 7000 djihadistes de retour qui vont être incarcérés, mais enfin dans des prisons qui sont par ailleurs délabrées, elles-mêmes sous contrôle, mais enfin, ça n'est pas la situation du camp d'Al-Hol, mais ce sont des conditions qui restent quand même précaires, même si l'Irak bénéficie encore du soutien américain et du soutien d'un certain nombre de pays pour gérer justement les prisons. Mais la population a réagi très mal, pour vous dire les choses, parce qu'elle tentait de tourner la page Daesh. Et là, c'est très très mal vu. On pourrait venir à ces camps où d'Al-Hol et de Roj, qui abritent 35 000 proches, dit-on, de combattants de l'EI à la Côte-Mani, la moitié à moins de 12 ans. Quelles sont les conditions de vie? Est-ce que c'est un vivier de radicalisation extrême? Forcément. Forcément. On a essayé depuis des années d'ignorer ce problème. C'est génial, les Kurdes sont en train de garder nos... Les Kurdes, ce n'est pas un État, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... les pays occidentaux qui aujourd'hui paniquent à l'idée que des djihadistes vont s'échapper et peuvent revenir, etc., auraient pu s'en inquiéter. Ils se sont défaussés sur les Kurdes. Et savaient très bien que ce n'était pas normal, cette situation, qu'il n'était pas normal de confier à ces pauvres Kurdes cette garde, alors qu'il fallait réagir. C'est-à-dire les renvoyer dans leur pays d'origine et les juger dans leur pays d'origine. Par exemple. Parce que de toute façon, ils n'étaient pas dans un pays. Les Kurdes n'étaient pas un État, ils n'ont pas les moyens de les juger. Il n'y avait pas de juridiction qui peuvent les juger. Il n'y avait même pas de tri fait. On laisse les familles. Bon, il faut rappeler que la très grande majorité, les 2/3 ou même les 3/4 des chiffres qu'on est en train de donner, ce sont des Irakiens et des Syriens, essentiellement. Je crois que parmi les 7000 qui doivent être transférés en Irak, ce sont essentiellement des Irakiens aussi. Donc, les rendre à leurs États. Oui.
que les Syriens jugent les Syriens, que les Irakiens jugent les Irakiens et que les Français jugent les Français. Alors justement, on va évoquer, puisque parmi ces milliers de prisonniers, il y a une centaine de Français qui sont encore détenus dans le camp de Roj. Vous nous en parlez, Anna? Oui, au nord-est de la Syrie, en plein désert, se trouve donc le camp de Roj, une prison à ciel ouvert avec barbelés et snipers qui abrite les familles de djihadistes depuis la fin du califat il y a 6 ans. Parmi ces milliers de détenus, il y aurait encore 110 enfants français et une cinquantaine de femmes françaises qui, selon les associations, cohabitent dans des conditions désastreuses, voire dégradantes. Un article récent du Monde rapporte cependant que certaines femmes ne souhaitent pas rentrer en France. Elles espèrent s'installer en Syrie libre et continuer le djihad. D'autres hésitent à demander le rapatriement en France de peur d'être séparées de leurs enfants et qu'ils soient ensuite envoyés en centre de déradicalisation. Et puis le dernier cas, c'est celui de jeunes garçons qui ont grandi dans le camp, qui ont atteint aujourd'hui l'âge adulte et qui demandent aujourd'hui explicitement à rentrer en France. Sauf que côté français, la question demeure très sensible. 10 ans après les attentats du 13 novembre revendiqués par Daesh, 3 jeunes, la France a d'ailleurs refusé de rapatrier 3 jeunes qui étaient partis rejoindre l'État islamique avec leurs parents alors qu'ils étaient enfants. Mi-décembre, la justice a annulé cette décision et donné 2 mois à Paris pour réexaminer sa copie. Le dernier rapatriement remonte donc à mi-septembre où 3 femmes et 10 enfants avaient pu revenir en France. Myriam Benrad, que faut-il faire de ces ressortissants? Faut-il les rapatrier ou alors les laisser là-bas avec le risque qu'un nouveau noyau de terroristes évolue? Ce qui est certain, je suis assez d'accord avec Ala Kodmani, c'est qu'on a laissé quand même la question en suspens trop longtemps. Donc il y a encore 5 ans, on disait qu'ils étaient mineurs. Aujourd'hui, ils sont plus mineurs, ils sont adultes et à l'âge de faire le djihad. Donc plus on attend, plus on reporte le problème. Il n'y a pas vraiment eu de coopération finalement internationale sur cette question parce que ça va au-delà de la France, de l'Irak. C'était une question en fait internationale qui aurait dû être négociée, discutée au niveau international. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'on a laissé les Kurdes se charger des camps de manière, je dirais, totalement improvisée, presque quasi improvisée. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, justement, qu'il y ait une coopération internationale sur ce sujet? Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est vrai que les enfants étaient séparés des mères, ceux qui ont été rapatriés. Les enfants étaient séparés, sont dans des mécanismes de réintégration sociale avec des familles d'accueil. Les mères sont, de toute façon, à l'arrivée, arrêtées, incarcérées. Donc, j'arrive à comprendre qu'un certain nombre d'entre elles se disent si c'est comme ça, on va rester en Syrie et puis on attend la première occasion pour reprendre le djihad et puis éventuellement se trouver un époux et puis on verra ce qu'on fera de nos enfants. Mais combien de temps encore? Parce qu'on le voit à chaque nouvelle déstabilisation des régions qui entourent ces camps, on se demande ce qui va se passer. Alors pour autant, pour finir, je ne vois pas dans l'immédiat de reconstitution de l'État islamique comme on l'a connu dans les années 2014-2015. C'est pas possible. C'est ce que vous dites aussi, Frédéric Ancel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aussi de tête pensante de l'État islamique? Non, moi je crois qu'il y a une détermination extrêmement forte des États de la région qui craignent comme la peste une nouvelle déstabilisation. Et aujourd'hui, l'Irak est beaucoup plus stable qu'il y a 10-15 ans, ce qui d'ailleurs n'est pas très très compliqué. La Syrie, depuis quelques mois aussi finalement, avec le pragmatisme relatif du nouveau pouvoir en place. L'Arabie Saoudite et les Émirats font absolument tout, beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a 15, 20, 25 ans, qui sont des États, donc évidemment, sunnites très opposés à l'islamisme radical, puisque même l'Arabie Saoudite est en train de changer dans une certaine mesure son approche théologique. Et donc tous ces États, j'ajouterais d'ailleurs la Turquie, ne souhaite pas un ferment de déstabilisation régionale tel qu'il a prévalu avec Daesh. Donc je crois que c'est ça qui aujourd'hui est quand même qui constitue la différence avec les années 2010. Et j'ajoute que sur le terrain, on a quand même un éclatement des anciennes élites, entre guillemets, de l'État islamique, en différentes branches, en différents partis, en différents mouvements, qui ne s'entendent pas nécessairement entre eux. Pardon, mais à la Connery, il y a quand même une inquiétude de l'Europe. Au début du mois, la France et le Royaume-Uni ont effectué des frappes contre des positions de l'EI dans la région de Palmyre, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Inherent Resolve. Ça veut dire que quand même, on se dit pourvu qu'ils ne viennent pas ici, donc on les attaque là-bas. Il y a une réalité, non, de la crainte? Je ne sais pas trop. Cette attaque a été un très grand affichage. Pour dire « Ah oui, on est toujours là et on est toujours en train de lutter contre l'État islamique ». Je ne sais pas exactement quel est l'État. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça traduit une crainte de notre part? On n'est pas crainte, c'est une panique. C'est un truc qui continue. On ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour éviter foncièrement, comme on l'a dit,
Fondamentalement, il faut prendre le sujet vraiment à la base. Mais ce que je voulais ajouter justement à propos de ce que vous venez de dire, au sujet de ce rejet et de cette, quelque part, une garantie que les États de la région vraiment empêcheront la résurgence d'un État islamique, il faut voir aussi la position américaine. Je veux dire, je suis absolument étonnée par le degré de soutien que les États-Unis donnent aux autorités syriennes actuelles, qui viennent de dire bon les Kurdes, ça y est, vous avez fait joué votre rôle, merci beaucoup, c'était très bien, on en sera reconnaissant, mais pour l'instant c'est pas à vous de gérer. Maintenant c'est le pouvoir syrien, et cet appui à la fois politique mais très fort, qui est aussi avec l'éclairage que Ahmad Shara apparemment était déjà en bon contact avec les Américains et qu'il a aidé à éliminer pas mal de chefs djihadistes quand il était en possession dans le nord syrien. Mais quand même, Myriam Benrad, pour réagir à l'offensive menée par la France et par le Royaume-Uni, il y a eu un message de l'état-major français qui disait qu'il faut empêcher la résurgence de Daesh, c'est un enjeu majeur pour la sécurité de la région. Est-ce que ça veut dire aussi, au cas où ça franchirait la Méditerranée ? Alors déjà, quand même, vous avez fait référence à la fameuse opération résolution inhérente, Inherent Resolve. C'est l'opération de départ, en fait, elle n'a jamais cessé. Cette opération qui a été lancée en réaction contre l'État islamique il y a 10 ans, elle a toujours cours. Le mandat est toujours présent. On a eu en effet la reprise en main de la mission par la France. Les Américains continuent d'appuyer, bien sûr, mais enfin aujourd'hui c'est la France qui officiellement a pris la tête de la mission, qui est le leader de cette mission. Et bien sûr qu'on n'est pas du tout naïf au niveau militaire quant au fait que les incidents sécuritaires ont continué. On a eu des phases où on a mentionné ici et là des résurgences. On ne reviendra pas à ce qu'on a connu il y a 10 ans, encore une fois. Mais oui, mais en même temps, on a une menace militaire qui est quand même toujours présente. Parce que bien évidemment, la menace, celle qu'on craint ici en Europe, c'est des attentats. Une exportation de ce qui se passe là-bas sur nos territoires. Absolument. Et la France, effectivement, est en pointe. D'abord parce que la France a été l'État d'Europe, objectivement, et d'ailleurs d'Occident, le plus frappé, le plus violemment frappé par le djihadisme il y a 10 ans de cela et pendant plusieurs années. Et deux, parce que, mais c'est aussi la conséquence de cette réalité, sur le terrain, dans la région, la France est le pays qui dispose, derrière les États-Unis évidemment, qui dispose du maximum de forces très importantes. Nous avons des bases stratégiques aux Émirats Arabes Unis, nous avons une base aérienne en Jordanie et nous avons des hommes effectivement qui crapahutent dans des missions spéciales dans cette région davantage que les autres États. Très bien, merci à tous les trois d'être venus débattre sur notre question du jour. On va rester dans l'actualité, mais vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau, pour évoquer la plus ancienne œuvre rupestre du monde, un pochoir représentant une main en négatif, un truc admirable et émouvant qui a été découvert en Indonésie et en France, une campagne de pub beaucoup moins émouvante, discutable même, lancée par le lobby des emballages plastiques. Mais d'abord, le mot vedette du jour, krill. C'est un cri du cœur pour le krill, ces petits crustacés à la base de la chaîne alimentaire de toute la faune marine, c'est entendu. Pourquoi le krill est indispensable à la vie marine? Une explosion de krill. On s'intéresse au krill. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Krill, du norvégien krill, alevin, désigne un petit crustacé placide de 4 à 7 cm, frère des homards, crabes, crevettes et maillon essentiel de la vie des espèces antarctiques. Le 20 janvier, une expédition scientifique est partie au pôle sud pour, entre autres, dresser un panorama de la faune marine, dont le krill est le nombril. Un fameux médecin-chercheur et son équipe vont passer 2 mois à bord d'un navire de recherche polaire, un voilier de 43 mètres bourré d'électronique, à étudier la banlieue du continent glacé, 28 fois la taille de la France, constitutif de 70 à 80% de la glace du globe, foyer du krill, dont raffolent baleines, manchots, oiseaux, poissons et pêcheurs industriels. Le krill barbote dans l'océan austral en essaim très dense, 20 000 individus par mètre cube, parfois sur des centaines de kilomètres carrés. C'est l'espèce la plus abondante au monde. Un rorqual de 50 tonnes qui ouvre la bouche peut en avaler 1 tonne d'un coup. Et les navires des 6 pays qui le pêchent en sortent de l'eau jusqu'à 450 000 tonnes par an.
Le krill se retrouve non seulement dans des gélules oméga 3 ou réduit en farine pour poissons d'élevage, mais souffre aussi de la fonte de la banquise, son habitat naturel, le forçant à une migration climatique qui prive de miam-miam les autres espèces. À la clé, un possible effondrement de l'écosystème. Actuellement, la pêche du krill est soumise à des quotas auxquels s'opposent la Chine et la Russie notamment, comme elle s'oppose à lui dédier une aire protégée. En octobre, les autorités russes ont arrêté un biologiste accusé de haute trahison pour avoir soutenu les restrictions sur la pêche du krill. Un krill de lèse-majesté. Merci Thibault Nolte, Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. Quel événement. Oui, c'est ce que la revue Nature, la revue scientifique, a annoncé hier. On l'a vu partout, la découverte de la plus ancienne peinture rupestre connue à ce jour, une main en négatif, donc faite au pochoir, comme on dit, sur une île indonésienne. Vous nous racontez ? Oui, il y a 67 800 ans, au moins, un humain, homme, femme, a laissé la trace de sa main sur les parois d'une grotte sur la petite île de Muna. Ça se trouve à côté de l'île de Sulawesi. Donc on est au nord de l'Indonésie. Cette île de Sulawesi est connue en français sous le nom de Célèbre. On est juste à l'est de l'île de Bornéo. Oui, c'est un pochoir. Un pochoir, c'est-à-dire que la personne a posé sa main sur la paroi rocheuse et puis a projeté, on ne sait comment, peut-être avec la bouche, des pigments ocre, et ça donne cette main négative. Alors pour la datation, vous doutez bien que c'est pas au jour près, c'est-à-dire que l'analyse qui étudie la fine couche de calcite permet de donner une date à plus ou moins 3800 ans. C'est-à-dire que, si on veut résumer, cette main avec une borne basse date de 67 800 ans, et puis on va jusqu'à 75 400 ans si on veut Bornéo. Avant nous. Ah, excellent. Et c'est donc la plus ancienne. Oui, c'est ça. En tout cas, vous avez raison, c'est la plus ancienne aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, ces plus anciennes traces rupestres étaient en Europe, en Espagne. C'était des mains aussi réalisées par Néandertal. Alors, elles ont un petit millénaire de moins que celles qui ont été trouvées en Indonésie. Mais vous savez, ici, les datations donnent le vertige. C'est absolument fou. Si on regarde le cas français, on connaît très bien la grotte Chauvet en Ardèche, il y a 36 000 ans. La grotte de Lascaux en Dordogne, 22 000 ans. Mais avec cette grotte indonésienne, on plonge 30 000 ans avant la grotte Chauvet. Pour le dire autrement, les artistes de Lascaux sont beaucoup plus proches de Picasso que de ceux d'avant de l'Indonésie. Déjà en 2024, une étude avait identifié, montré d'autres découvertes, quelque chose d'exceptionnel. C'est une peinture rupestre, peinture figurative, une sorte de gros cochon, attaqué par des figures humaines. Et ici, on avait dit, donc avec cette plus ancienne peinture figurative au monde, on avait bien montré que l'Indonésie est un foyer culturel essentiel. Il faut toujours se méfier, on le sait bien, des annonces, des découvertes, vous savez, les gros titres, et puis alors surtout là, c'est un peu, c'est qui est la plus vieille, parce que ces découvertes-là, c'est le fruit d'années de recherche, d'études. L'article donne le fruit de ces études, c'est ça qu'on annonce comme une découverte, ça ne doit pas faire oublier cette collaboration internationale qu'il peut y avoir, et puis surtout, ce n'est qu'une étape sur le futur, parce que, par exemple, qui a réalisé cette main ? On ne sait pas. Est-ce Homo sapiens, c'est-à-dire nous ? Est-ce, comme de Denisova, cette espèce qui a disparu, nos lointains cousins ? Qui a réalisé cette main ? Aujourd'hui, on ne le sait pas, on le saura peut-être demain. Montrez vos pognes. Oui, pas mal, avec un pochoir. Alors, chère Marie, le lobby du plastique a lancé une campagne de com, comme on dit, auprès du grand public qui nous interpelle, franchement, avec des arguments qui ne vous ont mais pas du tout convaincus. Non, ça m'a pas fait rire, alors que j'ai énormément d'humour, Elisabeth. Vous savez, j'ai un humour fou. Alors là, on parle de Polivia. C'est le syndicat, des stagiaires à côté. C'est le syndicat principal des industriels de la plasturgie, comme on dit. Et vraiment, ce syndicat, il y a les franco sur les blagues pour se moquer des alternatives aux emballages plastiques. Alors, on nous vend ça comme de l'humour absurde, vous allez en juger immédiatement. Voici ce qu'on voit donc en ce moment dans l'entrée de plein de supermarchés en France et sur les panneaux de grandes villes françaises. Un pot de yaourt en poêle. Oh, oui, non. Un yaourt dans un pot en poêle. Voilà, vous devez rire, mais nickel, Elisabeth, ça vous fait marrer. Non, je ris pas, je ricane. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est une idée débile. Sous-entendu, la seule matière valable pour contenir un yaourt, c'est un pot en plastique. D'où le slogan qui est en dessous, regardez, les emballages plastiques, pas systématiques, mais souvent logiques. Voilà, donc il se place vraiment du côté du bon sens et ça se décline. Il y a une cagette en marbre pour les légumes. Ah bah ça, c'est une drôle d'idée, comme si quelqu'un avait un jour proposé cette solution. Un jerrycan en papier mâché.
ça c'est débile, bah oui, ça va fuir. Et des gravats dans un sac de laine qui, bien sûr, va se déchirer. Alors, en plus de nous faire croire par cette campagne que les vraies alternatives au plastique n'existent pas, donc, par exemple, les pots de yaourt en verre, vous connaissez, hein, les jerrycans en métal, les cagettes en bois réutilisables. En plus de ça, le lobby du plastique se livre à de la vraie désinformation pure et simple parce que, à côté de ces affiches, ils ont commandé une étude scientifique. Voilà, j'ai mis des petits guillemets avec mes doigts pour accompagner. Donc, vous voyez, vous scannez le QR code qui est sur l'image et puis vous arrivez sur un site fait exprès. Vous avez des vidéos, des diagrammes, des témoignages et une étude qui conclut noir sur blanc que les plastiques ont un bon positionnement environnemental. En gros, je vous la fais courte, mais en France, c'est juste qu'on a un problème de recyclage. On n'est pas encore très bon pour recycler le plastique. Ça prend un peu de temps, nous dit Polivia, ce syndicat. Mais bon, voilà, on va faire des efforts. Pas un mot sur le début de la chaîne, sur la production de ce plastique, à base de pétrole, voilà, qui produira 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050 si on continue à ce rythme. Pas un mot non plus sur les effets délétères prouvés par 1000 études du plastique sur notre santé. 4200 substances chimiques dans le plastique qui sont considérées comme hautement dangereuses par la communauté scientifique. Ce que je dis, c'est pas une opinion, hein, c'est pas des blagues, c'est juste, voilà, c'est des faits. Donc, dans nos supermarchés en ce moment, on fait des blagues sur des yaourts poilus, pendant que dans l'océan, on déverse l'équivalent de 1 camion de plastique par minute. Je trouve que l'image est très forte et je propose qu'on l'imprime sur les sacs plastiques. C'est moins marrant que leur campagne, mais au moins c'est vrai. Ça sera plus percutant et c'est vrai. Et là, vous n'avez plus du tout d'humour face à cette campagne. Merci Marie, merci tout le monde. Demain, le club à 20h05 avec Renaud Dely. Nous nous retrouvons Montag. Ben oui, à lundi, tchuss.